Bon, c'est un peu à qui se découragera l'autre le premier ce matin, on pourrait dire, entre les syndicats, la rue, si je puis dire, et puis de l'autre, le gouvernement, l'Assemblée, ce qui se passe à l'Assemblée. Ben, il y avait dans le commentariat médiatique, il y avait un rituel attendu, c'est qui serait le premier à dire les manifestations s'essoufflent. Bon, alors quelqu'un a pu le dire hier. Oui. Donc, il y a deux choses. Elle s'essouffle ou elle reprend son souffle, ça dépend. Oui, non, ben, enfin, je pense, manifestement, il y a une espèce de cap qui a été atteint, il y a une frontière qui a atteint, une limite. Donc, l'espèce d'effet des manifestations qui prendrait de l'ampleur d'une fois à l'autre, le pays se sentirait débordé, on n'y est pas. Ensuite, il y a un autre scénario qui s'écrit, c'est-à-dire c'est la ritualisation des manifestations. Les gens qui décident d'inscrire dans la durée, donc ça ne veut pas dire chaque fois 3, 4, 5, 10, 8, faites le nombre de millions que vous souhaitez, mais être capable de marquer une dissidence constante. Cela dit, la réponse des syndicats est déjà marquée, c'est-à-dire si on n'est pas capable d'être plus nombreux, les manifestations seront plus dures, avec tout ce que veut dire ce mot dans les circonstances. C'est la promesse de bloquer le pays, c'est cette idée qu'on ira encore plus loin s'il le faut, les grèves ciblées et tout ça. Bon, on pourrait presque dire que c'est une crise sociale classique en France, mais là, puisque les syndicats ont l'impression pour la première fois depuis un bon moment d'avoir repris la main, ils veulent jouer leur jeu jusqu'au bout. Ouais, c'est Guillaume Tabar ce matin dans les colonnes du Figaro, alors en expert expérimenté, si je puis dire, des crises sociales, qui nous dit, quand vous entendez un Philippe Martinez de la CGT réclamer des grèves plus dures, plus nombreuses, cette idée qu'il faudrait monter d'un cran, c'est quand même l'aveu d'une certaine limite du mouvement. Est-ce que vous pensez que le mouvement est en train de s'essouffler, pour reprendre ce que disait Mathieu, lui? Je pense que l'heure de vérité, et sans doute le tournant, ce sera samedi. Parce que pour l'instant, on a des cortèges qui, contrairement à ce qu'on a pu entendre, en fait mobilisent des profils assez classiques de manifestants. Beaucoup de rangs issus de la fonction publique. Et même la mobilisation dans les villes moyennes, qu'on a beaucoup commenté, et qui est une réalité. C'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait autant de gens à Foix, à Saint-Brieuc, à Saint-Omer. Voilà, c'est rare. Mais il faut aussi avoir en tête que ce sont des villes où il y a beaucoup d'emplois publics. C'est-à-dire que l'industrie est partie, les grandes entreprises privées ou les petites entreprises privées ont été très fragilisées dans cette France périphérique. Donc les cortèges qui restent et qui manifestent, le rapport, c'est qu'en fait, ces cortèges qui sont fournis sont plutôt dans les purs classiques de mobilisation syndicale. Et que le mouvement, à mon avis, a un petit peu mal à aller au-delà. Et c'est dans la fonction publique que les syndicats mobilisent le plus. Voilà, ils recrutent le plus, évidemment, dans les rangs de la fonction publique et des emplois parapublics. Donc l'heure de vérité, c'est samedi. Pourquoi ? Parce que samedi, des emplois du secteur privé pourraient se mobiliser comme les Gilets jaunes se mobilisaient le samedi, parce qu'en semaine, ils travaillaient et ils ne pouvaient pas se permettre de faire grève, et surtout, ce n'est pas dans leur culture. Donc, est-ce que samedi, on assiste à un secteur privé qui se joint au mouvement ? Je n'en suis pas sûr, pour être franc, mais c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le point de bascule. C'est soit ça reprend de l'ampleur parce que le fait que ce soit un samedi coalise à la fois des rangs classiques de manifestants et des gens qui ne venaient pas en semaine et qui pourraient venir le week-end, soit ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle journée d'essoufflement, mais à mon avis, le front politique va devenir plus intéressant que le front de la rue. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que même s'il y a un peu plus de monde samedi qu'il n'y en avait hier mardi dans la rue, qu'est-ce que ça dit de la dynamique du mouvement ? Est-ce qu'on va vers une forme de pourrissement, ou est-ce que de toute façon les jeux sont pliés ? On sait qu'à l'Assemblée nationale, même s'il n'y a pas de majorité pour le texte, il y a le 49-3. Alors, je pense une différence. Si la majorité arrive, parce que c'est un peu le théâtre des derniers jours, c'est-à-dire Elisabeth Borne qui tend la main à la droite, qui se félicite de la main tendue. On parlera du cas Pradier dans un instant. Mais mais avant le cas Pradier, il y a un autre cas, c'est le cas Ciotti, qui finalement se trouve un rôle dans les circonstances. Il pourrait être, comme je dis, faiseur de roi, à tout le moins faiseur de réforme de retraite. C'est un rôle parmi d'autres. Mais cela dit, c'est un espèce de théâtre politique qui se présente devant nous. Le déplacement de l'attention vers la vie parlementaire ces jours-ci, avec la NUPES qui transforme l'Assemblée effectivement en carnaval, en ZAD. De l'autre côté, les espèces de magouilles un peu tristes autour du RN. Bon, tout ça, cela dit, l'attention s'est déplacée de la rue vers l'Assemblée. Il n'en demeure pas moins que pour que la mobilisation soit capable de bloquer théoriquement la réforme, c'est qu'il faudrait qu'elle change d'ampleur, elle change de nature, elle soit capable de bloquer le pays. Or, on n'est pas dans ce scénario-là en ce moment. Donc, mais si on allait jusqu'au 49-3, là, je pense qu'on aurait l'élément. C'est la grenade qui ferait tout exploser. Nous en avons parlé la semaine dernière avec le problème. Effectivement, techniquement, c'est possible, la Constitution l'autorise, mais politiquement, si vous allez contre les gens, contre la rue et contre l'Assemblée nationale, politiquement, ça devient quand même extrêmement périlleux. Oui, mais il n'y a pas que le 49-3. En fait,
Moi, je pense que, vu qu'il y a encore 20 000 amendements à examiner à peu près, pour l'instant, l'Assemblée en a examiné très peu, et que comme c'est un budget de la sécurité sociale rectifié, donc c'est l'article 47.1 de la Constitution, l'Assemblée n'a que 20 jours pour l'examiner en première lecture. C'est pour ça que je disais que le texte doit partir au Sénat. Exactement, dans il partira sans vote. Très probablement, il partira sans vote. C'est-à-dire que l'Assemblée ne se prononcera pas, en tout cas en première lecture, sur la réforme des retraites. Sur son entièreté, oui. Sur son entièreté. Donc, le gouvernement, en fait, c'est là que le Sénat va être la planche de salut pour le gouvernement, puisque le Sénat est beaucoup plus disposé à négocier, à trouver des accords et surtout à ne pas faire d'obstruction. Donc, le plan du gouvernement, le plan B, quelque part, s'il n'a pas cet accord avec LR et si les LR ne votent pas, c'est de faire cet accord avec le Sénat. Oui. Ensuite, il faut voir si derrière, parce que le texte va revenir tout de même à l'Assemblée, l'Assemblée se couche en fait face au Sénat, ou si elle ne veut pas. Et là, effectivement, il y a le spectre du 49.3. Et vous faites le 47.1, c'est-à-dire temps chronométré pour la réforme, plus le 49.3 derrière, double passage en force, ça va laisser des dégâts politiques si c'est ce scénario. Alors le cas Pradié, alors effectivement à droite, effectivement vous avez raison, ça va sans doute se jouer au Sénat, oui, mais pour le moment c'est à l'Assemblée nationale. Et alors il y a ce problème Pradié, pourquoi vous lisez dans le Parisien qu'il a quand même déposé un amendement contre le passage à 64 ans. Quand même étonnant pour quelqu'un qui disait radicalement le contraire, qui était pour 65 ans il y a encore un an. Il souhaiterait aussi, Aurélien Pradié, qu'un seul trimestre cotisé avant l'âge de 21 ans, retenez bien, c'est-à-dire que vous avez fait une semaine au supermarché du coin quand vous aviez 19 ans, paf, vous entrez dans le dispositif carrière longue. Inadmissible, dit Elisabeth Borne, qui dit ça va coûter 10 milliards par an, et lui conteste ce chiffrage de la Première ministre, plaçant le doute sur la parole gouvernementale. C'est aussi ça aussi qui pose problème. Le cas Pradié, on en fait quoi? Alors, il y a deux choses. Le cas Pradié, pour reprendre votre formule, c'est que c'est ce que... Il agace beaucoup dans son camp. Hein. Oui, ben, c'est pas la première fois, je crois. Je pense que le cas Pradié, pour reprendre votre terme, se voit président un jour, manifestement. Il s'imagine non seulement une carrière, mais un destin. Et à partir de là, il marque en ce moment la rupture fondatrice dans son esprit qui lui permettra d'exister au-delà de son simple groupe parlementaire. Il croit pouvoir aller à la rencontre du pays. Mais à droite, en roulant à droite, est-ce que... quel est le périmètre de la droite qu'Aurélien Pradié entend dessiner? Alors, c'est parce qu'ils appellent ça la droite sociale. Autrefois, on aurait c'est pas du séguinisme, c'est davantage le côté chiracien, c'est-à-dire une droite qui n'est pas la droite et qui ne parvient pas à être la gauche. Et de ce point de vue, il cherche à marquer une rupture dans son propre camp. Il cherche à exister plus largement avec cette dissidence. On l'a vu, soit dit en passant, dès la présidentielle, il marquait cette dissidence. Il l'a fait au moment de la course à la direction chez les Républicains. Donc, il guette toujours la dissidence fondatrice et la rupture fondatrice. Il croit la trouver ici, en étant en rupture avec son propre camp, sachant par ailleurs que la droite est décomposée, sachant que la droite est brisée aujourd'hui. Il se dit qu'une rupture peut donner quelque chose, alors que soit de l'autre côté, la fidélité clanique au gouvernement, c'est-à-dire on le suit parce que globalement, c'est le projet historique des LR, et se dit, il n'y a pas d'avenir pour moi là-dedans. C'est comme ça que je comprends son geste. Ouais, Louis aux altères, un mot à rajouter sur le cas Pradié. Oui, alors c'est pas le cas Pradié en tant que tel. Oui, effectivement, il se voit un destin, il a une ambition présidentielle un jour, c'est évident. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que ça dit de la droite, en fait. C'est-à-dire le débat interne à la droite sur quel électorat elle doit cibler ou tenter de réunir. Oui. Et Pradié est convaincu, lui, que la droite doit arrêter en fait de parler aux retraités de la Baule, pour être caricatural. Parce que les 4% de Valérie Pécresse avec un programme pour la retraite à 65 ans, ça dit quand même quelque chose de la frange, alors disons pas populaire, moi je dirais plutôt classe moyenne, qu'a perdu la droite en cours de route. Je vous rappelle que Sarkozy en 2007, mais même Chirac en 95, quand d'ailleurs il fait campagne sur la fracture sociale, oui, mais Vincent il rassemble à la fois des bourgeois et des ouvriers. C'était la force de cette droite-là qui a complètement disparu. Villers disait tout à l'heure, il y a une heure de cela, dans son édito politique, mais oui, mais le problème c'est que la droite, elle tourne le dos à son logiciel classique qui est souci de la dépense publique, le travail, l'immigration, la sécurité. Ça marche pas, c'est les 4% de Valérie Pécresse. Moi je crois que ça ne marche plus. Il y a une question de logiciel qui ne fonctionne plus là-dedans. Il faut dire, la droite en ce moment, elle est écartelée sur le plan politique, c'est-à-dire la France des trois blocs, la NUPES, le centre et de l'autre côté ce que pourrait être la droite ou la droite nationale. La droite ne sait pas quel est son destin. Est-ce qu'elle doit devenir l'annexe gouvernementale du bloc national ou est-ce qu'elle doit devenir le supplétif de la Macronie? Ensuite, elle est divisée dans ses propres rangs de deux tendances. Une tendance plus libérale conservatrice, une tendance dite droite sociale. Et elle est divisée par ailleurs entre des ambitions qui s'entrechoquent publiquement. Alors quand on voit tout ça, et en plus elle s'imagine avoir une chance immense dans les circonstances en disant c'est grâce à nous que la réforme va passer, dans un contexte où le pays ne veut pas de cette réforme. Elle peut dire, et j'ajoute une dernière chose, elle n'ose
n'ose pas embrasser, au-delà de la question des retraites, un discours qui aurait pu être le sien, qui est un peu celui de Lisnard, soit dit en passant, qui pourrait théoriquement être celui de Vauquier, c'est-à-dire un discours qui critiquerait plus largement la surbureaucratisation de la société française, les charges sociales à répétition, la fiscalisation à outrance des Français. Donc ce discours-là qu'elle aurait pu prendre et qu'elle ne prend pas, ça fait en sorte qu'elle est aujourd'hui prise dans une espèce de jeu de positionnement sans conviction. Tiens, le sujet de débat des prochains jours, je vous l'annonce, mesdames, messieurs, taxer les riches à la lumière des bénéfices records annoncés par les pétroliers ces derniers jours. Alors vous prenez les 5 grandes majors, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell et Total Energy, on est sur 150 milliards de dollars. 150 milliards. C'est plus que le produit de la TVA, pour vous donner une petite idée. Total ce matin, 20 milliards et demi. C'est faramineux, c'est le plus gros résultat annuel de l'entreprise Total Energy historiquement. Et effectivement, Christophe Lamar vous le disait, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, prend les devants dans le Parisien. Il annonce au moment de la publication des résultats, s'il faut faire un effort supplémentaire pour le prix du carburant, oui, on fera à nouveau une remise. Voilà. Dans le but d'éviter quoi? La taxation. Voilà. Et qu'a dit Joe Biden cette nuit dans son discours sur l'état de l'Union? Aux États-Unis, il faut taxer les milliardaires, taxer les multinationales. Le libéralisme classique, celui du XVIIIe siècle, dit que la récompense, c'est-à-dire que le profit, vient en récompense d'un effort méritocratique d'innovation. Ouais. Or, quelle est l'innovation qu'ont donné les majors que vous citez récemment, sur les années, les mois, les quelques mois derniers où ils font du profit? Aucune. Au contraire, elles désinvestissent depuis plus de 10 ans. Exactement, oui, elles désinvestissent leur métier historique qui leur permettent encore de gagner beaucoup d'argent parce que c'est des sources de production d'électricité encore majoritaires. Donc l'innovation se fait ailleurs, là où elles ne gagnent pas d'argent. Et l'argent est gagné simplement dans le cas européen parce que le marché européen de l'électricité est conçu de telle sorte que le prix a littéralement explosé. Donc vous dites que c'est une rente indue. Les bénéfices de l'an dernier sont une rente indue. Je ne suis pas le seul à le dire, la plupart des économistes donc il faut taxer le disent. Donc normalement il faut taxer les rentes indues, tout à fait. Mais une taxation ponctuelle. On taxe une fois. Une taxation qui dépend du niveau de la rente indue, proportionnel à la rente indue. Alors c'est quoi le niveau de la rente indue? Ça, il doit être calculé. Attention, c'est dangereux. En fait, non mais là, c'est vrai, là vous mettez la main, y compris sur un point juridique, presque constitutionnel, d'égalité devant l'impôt. Mais effectivement, dans l'idéal, pour qu'un système économique fonctionne selon les principes des canons du libéralisme classique, il faudrait distinguer entre la rente d'innovation et la rente. Vous voulez un point de vue classique, Mathieu Bocoté? Je comprends ce que vous dites, je le comprends. Mais le fait est que si on se met à distinguer la rente indue, la rente méritocratique, le juste salaire, alors ça implique une surbureaucratisation. Quoi qu'il en soit, ça va être fixé par des bureaucrates qui eux-mêmes n'ont pas l'esprit d'innovation de manière particulière. Mais imaginons, parce qu'on n'a aucune sympathie particulière pour les pétrolières. Donc une taxe une fois. Mais je connais très peu de taxes qui n'arrivent qu'une fois. À partir du moment où on décide de fixer une taxe, elle a tendance à se reproduire. Et en dernière instance, ça fait simplement se déployer ce dispositif confiscatoire qui est que le système de taxation généralisé. Encore une fois, s'il y avait une promesse absolue écrite dans le marbre, une fois, mais je crois pas aux taxes qui n'arrivent qu'une fois. Je sens qu'on va aller vers une nouvelle remise carburant, messieurs, dames. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. Louis aux haltères. La une de Marianne, Louis, cette semaine. La France est belle quand elle dit non. Et on parle pas seulement de la réforme des retraites. Et Mathieu Bocoté.